Bonjour Lilian Calmejane, bienvenue sur Cyclisme Actu. Il y a une semaine, on apprenait votre retraite du peloton professionnel. On ne s'y attendait pas forcément, même si vous êtes déjà revenu assez en longueur sur ce choix sur vos réseaux sociaux. Comment vous expliquez cette décision qui était un peu surprenante pour le monde du cyclisme français? Ah oui, bonjour, merci pour l'interview. Disons que c'est un choix qui, euh, qui a été, on va dire, fait au cours de la saison. Alors, pour être vraiment tout à fait honnête et transparent, comme je l'ai quasiment toujours été toute ma carrière, euh, à la sortie du Giro, voilà, je m'étais vraiment fixé. Euh, je m'étais vraiment, on va dire, fixé sur mon avenir et ce qui était important pour moi, c'était de pas avoir de regrets. Et après le Giro, voilà, je me suis aperçu que même en ayant un bon niveau, c'était quand même compliqué de réaliser mon rêve. Mais le but premier, c'était quand même de continuer un an et d'arrêter en 2025. Et, dans la foulée de cette décision que j'ai prise moi et dont j'ai fait part avec mes proches et notamment ma femme. On était plus ou moins sur un accord aussi avec mon équipe actuelle, avec Intermarché Wanty pour re-signer un an et finir en 2025. Et de fil en aiguille, pendant l'été, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Et ça m'a aussi un peu poussé dans la réflexion en me disant en me souvenant que par le passé, je m'étais fait un peu une promesse de dire que si c'était un peu compliqué d'obtenir un contrat, c'était aussi le moment où il fallait se poser les bonnes questions et pourquoi pas tourner la page. Et très naturellement, voilà, j'ai pas souhaité chercher avec mon manager un contrat ailleurs ou quoi que ce soit, et j'ai préféré tourner la page et me diriger vers d'autres défis de l'année prochaine. Alors justement, votre carrière, si on peut la résumer rapidement, il y a 12 victoires, notamment évidemment les deux victoires sur les grands tours, sur le Tour d'Espagne en 2016 et sur le Tour de France en 2017 à la Station des Rousses. Vous avez une carrière qui a explosé très vite, vous avez eu 2, 3 années très réussies en termes de succès, de résultats, et après on a senti au fur et à mesure plus de difficultés. Vous n'avez plus gagné depuis 2019 par exemple. Comment vous avez vécu cette carrière? Est-ce que vous avez des regrets, notamment, on pense, vous l'avez évoqué vous-même, à ce triplé sur les trois grands tours et à cet objectif de gagner sur le Giro, vous n'avez pas réussi à valider sur ces dernières années. En termes de résultats sportifs, comment vous évaluez votre carrière? Ouais, ben, moi, c'est assez simple dans le sens où il faut se souvenir d'où je viens. Je viens pas d'une famille cycliste, je viens pas du monde du cyclisme. Je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport, qui a pris beaucoup de plaisir à faire du sport et à être sérieux dans mon domaine, notamment ben, du coup le cyclisme. Mais passer pro, pour moi, c'était pas du tout un objectif ou un but dans ma vie. Et ça m'est un peu arrivé comme ça dessus. Et si on prend le cours de ma carrière, ce qui s'est passé, le résultat et comment ça s'est déroulé, je peux pas nourrir vraiment de regrets parce que c'est un peu au-delà de mes espérances. Quand je suis arrivé chez les pros, bien sûr que je voulais participer au Tour de France, mais l'objectif ultime et le rêve ultime d'y remporter une étape, c'était quelque chose auquel voilà, je m'interdisais un petit peu d'y penser parce que ça paraît inaccessible. Et au final, tout est arrivé assez vite pour moi, comme vous l'avez dit. Ça a été les premières années ont été assez fastes, mais une carrière, c'est pas exponentiel, c'est pas tous les ans une progression linéaire et exponentielle. Et il y a eu des hauts et des bas, un parcours qui a été parfois compliqué, mais c'est le lot de toutes les carrières. C'est plus, surtout dans le cyclisme, c'est plus de moments difficiles que de moments d'euphorie. Maintenant, je n'aurai pas vraiment de regrets, si ce n'est le fait de ne pas avoir peut-être fait le Giro un peu plus tôt dans ma carrière, parce qu'au final, je l'ai fait seulement 2 fois et une fois vraiment cette année avec une très bonne forme et des bonnes conditions. Donc,
Donc voilà, c'est vrai que ça c'est peut-être à la limite le mini regret, mais en même temps, si j'avais fait le Giro dans mes premières années, je serais peut-être passé à côté d'une victoire sur le Tour ou d'une victoire sur la Vuelta. Donc le Giro, une victoire sur le Giro, c'est devenu une priorité une fois que j'avais gagné sur les deux grands tours. Donc il y a pas vraiment de regret à avoir. Cette victoire sur le Tour de France, c'est sans contestation possible votre meilleur souvenir de carrière? Oui, oui, c'est le meilleur souvenir. En tout cas, c'est celui qui reste imprégné dans la tête des gens et dans la mienne aussi. Et c'est quelque chose voilà, qui est immuable. Maintenant, il y a des victoires qui m'ont procuré autant d'émotions, autant la chair de poule. Donc, si on parle d'émotions pures, elle fait partie vraiment ça fait partie de mes meilleurs moments sur un vélo. Si ce n'est le meilleur moment, mais il y a aussi d'autres moments dont je me souviendrai toute ma vie. Mais c'est vrai que c'est une victoire. Euh, qui a marqué et elle ressemble aussi à comment j'ai voulu courir et à ce que j'ai voulu transmettre comme émotion tout au long de ma carrière, c'est-à-dire tenter des choses, avoir du panache et aller au bout de l'effort parce que je pense pas être quelqu'un qui avait les meilleures capacités physiques, même si voilà, j'ai quand même je suis pas arrivé là par hasard, j'ai quand même du talent, et j'ai quand même un moteur, mais ce que j'ai réalisé, d'autres auraient pu peut-être le réaliser s'ils avaient eu plus de panache et s'ils avaient plus tenté le long de leur carrière. Donc moi, j'ai pas eu froid aux yeux, j'ai beaucoup essayé. Et je me suis cassé les dents à nombreuses reprises, mais bon, ça m'a permis aussi d'écrire quelques belles lignes. C'est également quelque chose dont on se souvient beaucoup quand on pense à Lilian Calmejane. C'est pas seulement votre façon de courir, un baroudeur hors pair qui n'hésitait pas à aller de l'avant. C'est, comme vous l'avez dit dans votre post Instagram, votre authenticité, votre franc-parler qui vous a desservi à certains moments, mais voilà, qui a marqué aussi dans le cyclisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez voilà, être vous-même, être authentique, c'était quelque chose d'important pour vous également dans le cyclisme? On est nous-mêmes malgré soi. Donc, non, non, c'est vrai que là-dessus, je suis quelqu'un qui est assez transparent, mais surtout qui est très spontané. Donc, quand on a beaucoup de spontanéité, parfois c'est compliqué de freiner ses ardeurs ou de contrôler ses émotions. Et j'ai jamais trop été dans le contrôle des émotions. Alors, c'est deux choses différentes, mais par exemple, un garçon comme Thibaut Pinot, je pense que c'est quelque chose qui est un peu sur la même échelle que moi. Alors, lui, c'est plutôt sur les émotions pures en tant que tel, pleurer, crier, tout ça, mais voilà, il y a des personnes qui sont plus à fleur de peau et avec plus de sensibilité, plus spontanées, et j'en fais partie. Après, il y a des moments où j'aurais mieux fait de fermer ma bouche ou de rayer ce que j'ai écrit, mais ça fait partie de mon histoire et voilà, je pense pas avoir non plus blessé et heurté beaucoup de monde, mais c'est vrai que des fois j'ai pris position sur des sujets où peut-être j'aurais pas dû, mais je suis quelqu'un qui a été éduqué et qui vraiment déteste profondément l'injustice. Donc, dès qu'il y a un sujet un peu qui me tient à cœur, des fois, j'aime bien réagir et tenter de rétablir des vérités. Ouais. Les réseaux sociaux, leur explosion sur ces 10 dernières années, on va dire, c'est quelque chose qui a servi et desservi justement proportion que vous aviez à vous exprimer et à parler sur certains sujets. Ouais, après, c'est compliqué parce que sur les réseaux sociaux, on a affaire à on va dire, à une moitié de population qui a pas d'identité. Donc, c'est ça qui rend la chose compliquée. Il y a beaucoup de gens qui ont soit des multicomptes ou qui sont là juste Ouais. pour s'exprimer, mais sans avoir vraiment une identité. Donc, c'est très compliqué. Il y a des réseaux sociaux que vraiment j'ai très vite délaissé ou je suis quasiment pas allé. Si je prends l'exemple de Twitter, c'est complètement inintéressant. On se bat contre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a tellement de débit et de conneries humaines sur un réseau social comme celui-là que c'est impossible d'y mettre des informations. Après, c'est vrai que Instagram, par exemple, si on prend le cas d'Instagram, c'est un réseau social qui est intéressant parce qu'il est illustré par des photos et on peut communiquer de manière un peu plus positive. Et c'est au fil de ma carrière, dans ma communication, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'essayer de retirer plus le positif que d'aller chercher le négatif. Après, c'est les réseaux sociaux et les articles et on va dire la critique dans le sens noble ou négative
elle fait partie de tout un vivant et de toutes les personnes qui sont exposées sur la scène médiatique. Et à un moment donné de ma carrière, j'ai été pas mal exposé et donc soumis à cette critique-là. Ça a pu me blesser par le passé, mais c'est quelque chose que j'ai rapidement, euh, par la force des choses intégré et mis un peu de côté parce que sinon on peut facilement être détruit, hein. Oui, comme vous l'avez dit, bah, vous avez une personnalité, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, je crois, sur Instagram, on peut m'aimer, certains m'ont aimé, d'autres m'ont détesté, voilà, c'est le lot Oui, bien sûr. des fortes personnalités. J'ai retenu également certains mots de votre message Instagram. Vous avez dit que vous ne vous sentiez plus à votre place dans le peloton World Tour, un peu à l'étroit, moins épanoui. Mhm. C'est l'évolution du cyclisme en elle-même qui fait que voilà, vous aviez un sentiment de bien-être un peu moins présent et qui vous a poussé vers la retraite. Ouais, ben j'en parlais avec un confrère récemment et c'est sur ces mots-là, en fait, il faut les interpréter dans le sens où quand je dis que je me sens de plus en plus à l'étroit et moins épanoui, c'est pas le vélo a changé, mais c'est surtout ma vision qui a changé, mais c'est surtout par rapport à ce que j'ai connu. Je suis arrivé dans un cyclisme, mais surtout dans une équipe qui était un tout petit peu en retard par rapport à certaines formations où il y avait encore une notion de camaraderie, de bien-être, de Ouais. plaisanterie, où c'était vraiment et ça marchait en plus, donc c'était super intéressant. Et en fait, quand on passe de ça et qu'en plus on gagne et on passe dans cette euphorie, que petit à petit on voit les choses évoluer de manière plus rationalisée, professionnalisée, et avec moins d'euphorie, forcément, on est un peu de nostalgie quand on repense à ce qu'on a vécu et en plus que ça marchait. Donc, ma vision, c'est sûr que je me suis un peu moins épanoui parce que j'ai connu moins de bons moments, même si j'en ai connu des bons, moins de bons moments dans ma deuxième partie de carrière que dans ma première partie. Après, quand je dis à l'étroit, c'est vraiment propre à chaque milieu, mais c'est le milieu du cyclisme professionnel. Il faut se rendre compte qu'on voit tout le temps les mêmes personnes, même si on voyage, on voit pas de choses différentes et on se sent à l'étroit parce qu'intellectuellement, c'est très, très étriqué comme milieu. On a très peu de discussions autres que le cyclisme et que les watts et la nutrition, entre guillemets. Donc, c'est dans ce sens-là que je sens que je passe plus de 200 jours absent de la maison et au final, sur mon épanouissement personnel et sur la richesse intellectuelle que je peux avoir dans mon métier, je me sens un peu à l'étroit à ce niveau-là. Sur ces paroles, on a l'impression d'entendre un petit peu Thibaut Pinot parler sur sa fin de carrière avec ce besoin voilà, de retrouver un peu son chez lui, avoir perdu un peu ses amis dans le cyclisme autour, sa famille un petit peu autour. Ouais, ouais, ouais. Après, le milieu, c'est quelque chose d'addictif aussi. Et je sais, Oui. même si c'est hyper, hyper récent, je sais très bien que il y a des choses qui vont énormément me manquer, même si je parle pas de regrets, il y a des choses qui vont énormément me manquer et que c'est une vie qui est aussi trépidante. Maintenant, je pense que malheureusement, pour vraiment être au plus haut niveau, on doit un peu se mettre dans une bulle. Et cette bulle, elle fait aussi, que ce soit dans la vie personnelle ou même dans la vie professionnelle, même si moi je faisais partie des coureurs très très ouverts et qui ont un peu fait des choses à droite à gauche et essayé d'en faire un maximum, on est quand même à l'étroit parce que si on sort de cette bulle, on a un peu moins de rendement et c'est là aussi où on commence à penser à plusieurs choses parce qu'on se rend compte que dans le monde, en fait, il y a beaucoup d'autres opportunités que le cyclisme de haut niveau, quoi. Et, donc vous avez été chez Direct Energy, ensuite 2 ans chez AG2R, 2 ans Ouais. chez Intermarché. Vous avez fait des très belles équipes. Est-ce que, par exemple, vous auriez pu, là, après Intermarché ou à un autre moment dans votre carrière, intégrer une, euh, une super team, on va dire, une des grosses écuries, des grosses écuries comme UAE, comme Visma, comme Ineos? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu ou c'était totalement à l'opposé de votre vision du cyclisme, justement? Bon, là, pour être tout à fait honnête, dans les deux, trois dernières années, j'ai pas du tout attiré ces équipes-là et ça n'a pas été le cas. Et en plus, je suis le genre de coureur qui est connu dans le milieu pour pouvoir avoir des coups de panache, avoir de la réussite et avoir une certaine grinta. J'ai quand même le sens de la course, même si des fois ça m'a pas réussi. Et j'ai jamais trop été perçu, même si j'ai de plus en plus aussi tiré vers un rôle parfois d'équipier, j'ai jamais été trop perçu comme un gars qui pouvait endosser la casquette d'être vraiment l'équipier modèle. Donc, pour aller dans ces équipes-là, il fallait que je continue à gagner.
Maintenant, bien sûr que j'ai eu sur les années 2018 et surtout en 2019, quand j'étais en fin de contrat, j'ai eu beaucoup de propositions de ce genre d'équipe. Alors à l'époque, UAE, c'était pas une équipe qui faisait rêver. Jumbo, ça commençait à être vraiment costaud, mais on va Ouais. dire que moi j'ai grandi dans les années Sky et dans les années Ineos, c'était plus ça. Maintenant, j'ai jamais eu de contact là-bas. Mais oui, j'ai eu des propositions pour aller dans des belles équipes dans ces années-là, mais c'est quelque chose dans lequel j'étais pas prêt à cette époque-là en 2019 Ouais. et depuis que j'étais au Vendée U, j'avais Vincent Lavenu qui vraiment était attiré par mon profil et quand j'ai décidé de changer pour moi d'aller chez H2R, c'était un choix logique dans le sens où je me suis dit si Vincent Lavenu il me veut depuis très longtemps, c'est la meilleure manière pour moi d'aller dans une évolution naturelle et ça a été le choix que j'ai fait et j'ai écarté les équipes étrangères à ce moment-là de ma carrière. Ouais. Et justement, si on prend cette dernière année de 2024, dans le monde cyclisme, on prend un peu de recul par rapport à vous et à votre carrière. On a l'impression que on ne peut retenir que l'ultra-domination de Tadej Pogacar et celle de UAE, avec 81 victoires pour UAE, 25 victoires pour Pogacar et quelle victoire. Vous, comment vous analysez cette saison justement qui paraît sous les coutures historiques? On pense à Eddy Merckx, Bernard Hinault. Comment on l'a vécu à l'intérieur du peloton? On a l'impression qu'il y avait une forme de résignation à la fin par rapport à cette domination-là. Ouais, c'est possible. Après, bon, moi, je suis pas dans l'emballage final avec ces mecs-là. J'ai pas les jambes, donc c'est compliqué. Après, bon, même s'il y a toutes ces victoires, il reste encore un calendrier assez fourni pour pouvoir aller gratter des plaisirs partout ailleurs. Maintenant, c'est sûr que il faut se rendre compte qu'il y a des équipes qui fonctionnent avec des budgets entre 12 et 18 millions et d'autres avec 50 millions. Donc, euh, c'est quasiment impossible pour une équipe. Si je prends moi, je suis une région rugby, mais le foot, ça va parler à plus de monde. C'est quasiment impossible pour un club comme Strasbourg d'aller gagner contre le PSG. Hmm. Donc, ok, avec des fois, encore, c'est un sport d'équipe, donc c'est différent, mais avec un état d'esprit énorme et un peu de réussite, des fois, on arrive à faire des coups, mais forcément, l'écart se creuse entre trois, quatre grosses équipes qui ont vraiment des moyens colossaux et le reste qui essaye de capitaliser sur des jeunes qui vont un peu monter, qui vont les garder 2 3 ans et prendre des mecs aussi, comme Wanty l'a fait pas mal, avec des mecs qui sont un tout petit peu en train de décliner et les relancer, comme ça a été le cas avec Rui Costa, avec Alexander Christophe et plein d'autres gars. Donc chacun essaye de trouver un peu son créneau pour exister, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, on va pas se mentir. Et une équipe qui a beaucoup de moyens, forcément, elle est dans la domination. Hein. Il y a beaucoup de gens, comme évidemment à chaque fois qu'il y a une domination pareille, qui remettent en cause et à nouveau la crédibilité du cyclisme, Ah, etc. bien sûr. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est toujours juste un délire de journaliste et de jaloux, ou alors c'est quelque chose Non. on y pense encore dans le cyclisme et on essaye d'y faire attention. Bon, après, enfin, j'ose espérer que ça soit plutôt une bonne chose, justement, dans un sport de toujours avoir des doutes, parce que, voilà, ça veut dire aussi qu'il y a des belles performances qui se font et que c'est un peu, entre guillemets, extraordinaire. Et je pense que le sport de haut niveau, quoi qu'il arrive, est extraordinaire. Il y a pas longtemps, on m'avait posé la question et on m'avait un peu dit, témoigner de l'admiration pour mon métier. Et la personne me disait, je me souviens, ça m'avait un peu marqué, me disait que avec beaucoup de travail, on pouvait arriver à être pro. Et moi, je lui ai expliqué que malheureusement, et j'explique beaucoup à des jeunes aussi qu'être cycliste pro, même si on le veut vraiment, qu'on travaille beaucoup, il y a aussi une part un peu de talent et d'inné, que tout le monde ne peut pas accéder au haut de la pyramide et au plus haut niveau. Et voilà, le sport de haut niveau, même à l'intérieur du haut de cette pyramide, il y a des différences. Si on prend tous les sports, je pense qu'il y a des exemples marquants. Hein. Les JO cette année, un garçon comme Léon Marchand, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se poser des questions sur ses performances. Un garçon comme Usain Bolt, qui a, pour moi, est le plus grand sportif de tous les temps. Et il a dominé sa carrière pendant plus de 12 ans avec son sport qui a évolué. Donc, ouais, dans tous les sports, il y a toujours quelques athlètes qui sont vraiment ultra dominateurs. Après, qui dit que Tadej Pogacar va encore être à ce niveau-là pendant 5 ans ou 6 ans, j'en suis un peu moins sûr. Mais ouais, après, c'est normal qu'il y ait des interrogations. Et puis, le cyclisme, c'est un sport.
C'est un sport très très difficile et qui a vécu quand même pas mal de scandales avec le dopage. Donc ça suivra pour longtemps. Après, voilà, c'est quelque chose. Il faut pas, en tant que coureur professionnel, il faut pas être hanté par ça et penser que tout le monde triche. Faut rester fidèle à ses valeurs et continuer, hein. Après, j'ai pas d'exemple frappant, si ce n'est un. Où j'étais un peu déçu, j'étais un peu amer. Je me souviens en 2018, j'avais fait deuxième à l'Espigoulier sur une étape du Tour de Provence et une semaine plus tard, Rémi Di Gregorio qui avait gagné, il était contre la LEPO. Mm. Et ce jour-là, j'avais un peu dit, putain, il devait sûrement être chargé le jour où il avait gagné. Il m'a volé une victoire, mais Mm. au final, voilà, il faut continuer à avancer, faire son sport sans trop penser à ces choses-là, ouais. En parlant de continuer à avancer, du coup, bah, vous êtes jeune retraité depuis une semaine. Qu'est-ce que ça fait déjà? Et puis la suite, on a vu que Ouais, vous aviez quelques informations que vous donneriez plus tard, potentiellement. ouais, bah écoutez, déjà la saison elle s'est terminée, mais je suis pas encore retraité. Je suis retraité au 1er janvier, on va dire. Je suis C'est vrai. encore lié par contrat. Mais non, non, en fait, ce qui est simple pour moi, c'est le fait que, comme je l'ai évoqué, je veux être 100% honnête avec moi-même et avec mes valeurs. Et quand je dis que j'ai plus ma place en World Tour, je finis là, même à Guangxi, avec un niveau correct. Je peux faire encore du vélo à ce niveau-là, mais surtout que ça m'intéresse plus et que j'y trouve plus de sens, en fait. J'ai toujours trouvé du sens à faire du vélo à haut niveau. Si je peux essayer de gagner une course, essayer d'avoir un niveau qui me convient. Et là, ça me convient plus. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que mon corps, physiquement, il est encore jeune et j'ai beaucoup d'appétit. Je me sens encore, un corps d'attaque à avoir un schéma de vie de sportif de haut niveau. Et voilà, il y a les deux sports que j'aime le plus, c'est le cyclisme et la course à pied. Donc forcément, pour l'année prochaine, je vais essayer de travailler dans ce sens-là. Il y aura quelques dates sur des triathlons mi-distance et longue distance et aussi du trail. Donc, on verra jusqu'où ça me mène, mais je suis en train un petit peu de construire avec des partenaires et avec mon entourage proche une saison 2025 dans ces sports-là. Ouais. Un nouveau chapitre qui s'ouvre du coup d'un point de vue sportif. Ouais, complètement. Ouais. Vraiment, en fait, j'étais pas prêt à me dire je vais dans un domaine professionnel tête baissée. J'ai vraiment envie d'avoir des projets à droite à gauche et un peu de goûter à plusieurs choses pour savoir vraiment ce qui me plaît vraiment, mais en parallèle, vraiment garder l'exigence d'un sportif de haut niveau parce que j'ai encore besoin de ça pour mon équilibre mental et physique. Ouais. Un peu de cyclocross peut-être cet hiver? J'aimerais bien. Bon, j'ai un corps de vélo, c'est pas les plus récents, mais de vélo correct. Il y aura sûrement deux, trois crosses dans ma région. Il y a un cyclocross bon, voilà, que je peux en faire la publicité et que qui m'a toujours soutenu, même si Maxime Opie, la personne qui l'a organisé, est décédée il y a 3 ans maintenant, mais le cyclocross continue. C'est à Montbron et Moutier en Charente. Ça sera juste avant Noël. Et après, il y a un championnat de France à Pontchâteau. C'est un circuit que j'ai toujours aimé. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien y aller. Maintenant, faire un cyclocross et un championnat de France, il faut vraiment avoir un super niveau et bien le préparer. C'est pas juste y participer. Donc, un peu flou à ce niveau-là. Donc, on verra, on verra. Je peux pas, en tout cas, il y aura deux, trois dates en région et plus Moutier, mais des compétitions de niveau national et international, je suis vraiment pas sûr. Bon, il y a encore le temps. Et d'un point de vue cyclisme, est-ce que vous allez continuer à suivre régulièrement la saison? Alors on a beaucoup de coureurs qui se reconvertissent comme directeurs sportifs ou dans les managements. Est-ce que c'est quelque chose à moyen long terme qui peut vous intéresser? J'ai envie de dire que non. Après, enfin non pour ces métiers-là. Après, m'intéresser au cyclisme, bien évidemment que je vais m'intéresser au cyclisme parce que ben, j'ai encore des gens que je connais bien et puis j'ai envie de voir comment mon sport évolue. Je suis pas du tout aigri et amer de mon milieu. Mon milieu, il m'a tout apporté. Mon premier bulletin de travail, mon premier bulletin de salaire, c'est un bulletin de salaire de cycliste pro de néo-pro. J'ai jamais effectué vraiment de travail, à part dans mon école de commerce et des stages. J'ai jamais effectué de travail autre que coureur cycliste pro. Donc, c'est mon milieu. Je viens de là, donc bien évidemment que je vais suivre. Après,
Des postes dans une équipe de cyclistes, c'est pas du tout pour l'instant dans mes projets à court et moyen terme. Après, à long terme, c'est très difficile d'en parler, pourquoi pas. Mais après, voilà, je suis quelqu'un d'assez loquace et qui aime bien le phraser, donc pourquoi pas avoir des rôles comme consultant ou ambassadeur de course, c'est déjà prévu, même si je peux pas forcément communiquer dessus. Ça, en tout cas, oui, c'est des rôles d'intervenant dans le milieu du vélo que j'ai envie d'essayer. Je sais pas si je ferai ça, mais j'ai envie d'essayer parce que ça permet de garder un lien direct avec le cyclisme, avec les équipes et avec des gens qui m'ont soutenu, qui comptent pour moi. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous accueillera avec plaisir comme chroniqueur ou consultant sur Cyclisme Actu. Il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, Lilian Calmejane. Merci beaucoup pour cette interview très complète et un bel échange sur sur cette belle carrière. On est un peu triste de ne plus vous voir sur un vélo, mais on est sûr qu'on va vous retrouver dans pas longtemps. Merci à vous.